Salut Pierre! Salut Thomas, merci de me recevoir. Avec grand plaisir. Merci à toi d'avoir accepté l'invite. Donc Pierre Morizio de Wellsio, que tu vas aussi nous détailler aujourd'hui. On va parler avec toi aujourd'hui de fiscalité crypto. Alors je Mhm. sais que c'est peut-être pas le sujet qui fait rêver absolument tout le monde, mais c'est ultra, ultra important et surtout en crypto parce qu'on a tendance à négliger cet aspect. Donc je tenais vraiment à faire un épisode et qui de mieux que le faire avec quelqu'un qui est de Wellsio. Donc est-ce que avant de commencer, Pierre, tu peux te présenter, s'il te plaît? Carrément. Donc, je m'appelle Pierre Morizot, je suis cofondateur et CEO de Weltio. Weltio, c'est un outil qui permet de suivre son portefeuille crypto et de faire sa déclaration fiscale. Ok, Voilà. tout simplement. Ouais, Et de exactement. manière automatisée, hein, si je dis pas de bêtises, hein, ça te fait gagner Complètement. du temps. Ouais, on a 45 000 utilisateurs actifs et on est très employés, donc je vous laisse conclure qu'en effet, c'est assez automatisé. Top. Moi, je pense qu'on aura le temps d'en reparler dans l'épisode. Euh, ok, et du coup, sur ton parcours, toi, tu viens d'où? Depuis combien de temps tu t'es intéressé à la crypto? Est-ce que tu viens du monde de la tech, des finances? Hmm. Alors, je viens du monde de la finance, donc beaucoup de chiffres. J'étais business analyst pendant longtemps. Je travaillais sur les sujets de pricing, de conseil, et en même temps passionné par l'entrepreneuriat, passionné par la tech. Et c'est en 2017 où j'arrête de travailler, je reprends des études à l'université de Berkeley en Californie. Et là, le fait pour moi, ça a été vraiment le moment donc découverte crypto, et en même temps je réalise que la tech, IA, crypto va avoir un impact sur le monde qui est juste, qu'on est au tout début. Même le numérique, hein, le logiciel, le SaaS, et donc envie de dédier ma vie dans ce secteur. Et en même temps, à ce moment-là, je découvre donc Bitcoin, les cryptos. C'est l'euphorie générale sur les marchés fin 2017. Et je lis plutôt début 2018 un papier Bitcoin Totem et Tabou de Yorick de Montbine et Gonzague Grandval, donc en français, par deux Français, Mhm. qui pour moi est une sorte de révélation et de changement d'état d'esprit où je me dis, non, mais en fait, au lieu de chercher juste à capter de la valeur issue de Bitcoin, essaye d'apporter ou de contribuer au développement à ta façon. Je suis pas Mhm. développeur core Bitcoin, donc et à ce moment-là, donc je revenais après plusieurs années à l'étranger. En France, je veux déclarer mes gains et là, je réalise que c'est infaisable. C'est-à-dire que il Enfer. faut, mais c'est infaisable à un niveau de, C'est même c'est pas cadré, quoi. pas cadré. Tu dois toi-même développer tes API pour récupérer les données sur les exchanges. Quand on n'a pas, tu dois retracer, remonter, recréer tes transactions. Tu dois te faire ton propre Excel. Tu dois comprendre le droit. Je me dis, mais c'est absurde. C'est complètement absurde, en fait. En fait, ce qui est le plus absurde, c'est que tu veux être un bon citoyen, un bon contribuable, tu veux payer tes impôts, mais tu ne peux pas parce que c'est trop compliqué, en fait. C'est ça qui est le plus absurde, en C'est, fait. C'est que ouais, exactement. en voulant, on va dire, contribuer et payer tes impôts de manière légale, Ouais, tu te rends compte normal. que c'est l'enfer, quoi. Et donc, c'est là où tu t'es dit, oui, je vois que tu bois un coup d'eau, donc je relance la question, mais c'est là où tu te dis qu'il faut faire un truc, quoi, pour C'est faciliter la exactement, déclaration fiscale, quoi. c'est ça. C'est là où je me dis, mais en fait, on n'aura jamais une adoption massive des crypto-monnaies si on ne peut pas suivre son portefeuille et on ne peut pas faire sa déclaration fiscale normalement. Et donc, là, je rencontre rapidement Ben, donc associé et cofondateur CTO, qui réfléchissait, travaillait sur le même sujet. Très rapidement, en fait, dès qu'on ship les toutes premières versions, je vois que les réactions mais extrêmement émotionnelles. Les gens étaient là, mais c'est l'enfer, mais c'est incroyable, merci, vous avez sauvé ma vie et autres. Et voilà. Et 6 ans plus tard, c'est ouais, une entreprise rentable avec 13 employés et ouais, 45 000 utilisateurs actifs et dont une grosse partie en dehors de la France. Trop bien. Du coup, si on rentre dans le vif du sujet, Ouais, là, j'aimerais vraiment qu'on fasse une première grosse partie où on parle de fiscalité crypto et qu'on essaie de déblayer un peu le sujet. carrément. Est-ce que tu peux déjà nous dire les règles de base? Alors, aujourd'hui, parce que je sais aussi que les règles fiscales évoluent assez rapidement en France. Mhm, Déjà, de base, on est, mhm. on est assez connu pour ça. Et puis, en crypto, vu que c'est nouveau, ça risque encore d'évoluer. Donc, on enregistre ça en avril 2025. Donc, attention à quand vous écoutez cet épisode. Aujourd'hui, quelles sont les règles en crypto? Ouais. Quand on a des gains à déclarer ou même des pertes, enfin voilà, quelles sont les règles fiscales pour déclarer ces cryptos ou ces gains en crypto? Alors,
Ce qu'il faut savoir, déjà, les cryptos, c'est quelque chose qu'il faut déclarer en termes de gains. Il y a grosso modo, trois obligations. Un, c'est si on détient ces cryptos sur des comptes, donc des plateformes étrangères, et on a l'obligation de informer l'administration fiscale via le formulaire 3916, 3916 bis. Deuxième obligation, dans le cadre si on a réalisé des gains, c'est-à-dire échanger des cryptos, soit contre des fiat, des euros, des dollars, des monnaies d'État, soit utiliser des cryptos comme moyen de paiement via une carte bancaire, le fait d'avoir envoyé des cryptos à quelqu'un pour payer quelque chose. Dans ce cas-là, on a réalisé une opération imposable et on doit déclarer ces opérations imposables et calculer à chaque fois sur chacune de ces opérations imposables la plus-value ou la moins-value. Ça, c'est la deuxième obligation, formulaire 2086. Et les troisième obligation, c'est si on a perçu des revenus passifs, c'est pas complètement comme des dividendes, mais si on bloque, en fait, on séquestre des fonds et on encaisse des revenus passifs tous les jours, toutes les heures, toutes les semaines, tous les mois, donc des plus petites sommes, là on doit les déclarer au titre des BNC, bénéfices non commerciaux. Alors, sur ce troisième point, on est d'accord que tu parles du stacking et du lending, par exemple? Tout à fait, exactement. On peut aussi parler du mining dans les cas où c'est pas une activité dite professionnelle. Donc ça, c'est les Ok, trois grandes obligations. d'accord. Juste sur la troisième, Ouais. est-ce que si tu génères des revenus passifs et que tu les gardes en crypto, tu dois les déclarer ou c'est uniquement quand tes revenus passifs-là sont convertis en fiat? Donc fiat égale euro, hein, Ouais, je carrément. précise. Ouais. Alors, historiquement, nous, on avait dit, à, à défaut de pouvoir le faire dans la mesure pratique, on peut attendre de les convertir en fiat, donc en euros, dollars, enfin une monnaie d'État. Il s'avère que depuis plusieurs années, il y a des retours de l'administration fiscale qui disaient, mais attendez, je suis pas d'accord avec ça. Donc, la grande majorité actuellement des contribuables ne déclarent pas au moment où ils les ont reçus, mais au moment où ils les ont convertis. Toutefois, toutefois, il serait préférable, mais dans la réalité, on n'a pas vu en tout cas dans nos utilisateurs, d'amendes, de pénalités sur la non-déclaration à la réception en crypto, mais enfin, en tout cas de l'avoir fait uniquement à la revente. Mais c'est vrai qu'il serait préférable de le faire. Pour info, dans Waltio, il y a un petit toggle, on peut choisir yes, no, et enfin oui, non sur je veux déclarer en BNC et recalculer gratuitement. Enfin, c'est un peu dans les plans. Comme ça, on peut voir les deux, enfin, comment dire, les deux méthodes de calculation. Ok, De mais donc calcul. du coup, j'ai l'impression que c'est pas encore clair, non, cette histoire? Enfin, l'administration, elle dit, il y a une règle claire ou c'est Alors, la règle, en en gros, fonction? elle a été pensée à l'époque où ça n'existait pas le stack. Enfin, c'était pas du tout aussi important et il n'y avait pas de service, on va dire, aux particuliers qui était aussi développé. Donc, c'était une décision du Conseil d'État en mai 2018. Ok. Donc, avant que Ethereum passe en proof of stake. Enfin, donc, et donc, depuis, pas de précision. Le sujet a été abordé en loi de finances il y a donc maintenant un an et demi, dans le projet de loi de finances, mais n'est pas passé. Donc, oui, tu as raison, il y a une sorte de De flou flou. quand même juridique, euh, et on peut dire que les deux méthodes de déclaration sont admises. Maintenant, si on fait l'analyse la plus proche et probable, ce serait de les déclarer en BNC, même si dans les faits, Donc là, on est d'accord que tu parles de l'éclair en BNC, même si tu les convertis pas en fiat. exactement, ouais, tout à fait. Mais si du coup, on les déclare pas, c'est-à-dire Ouais. que si on a ces revenus passifs, donc qui nous permettent d'avoir notre boule de neige qui marche un peu plus sur un type d'actif, Ouais. est-ce qu'il y a un risque de redressement aujourd'hui ou pas? Parce que comme tu l'as dit, la majorité des investisseurs le font pas, tu vois. Ouais. Parce que, alors soit ils le savent pas, soit parce que c'est pas clair. Est-ce qu'il y a un risque de redressement sur ça? Je pense que le risque, il est limité. Maintenant, je dirais que ça donne pas une bonne image de sa déclaration, mais si sur tout le reste on est carré, le risque est mesuré. Mais c'est quelqu'un qui n'a pas déclaré des vieux comptes, qui a eu des opérations, c'est un peu le bazar dans ses comptes, l'administration, j'imagine, une situation de contrôle. Si en plus on voit très clairement qu'il y a des revenus passifs non déclarés,
s'il y a d'autres choses qui n'ont pas été déclarées, ça fait un élément en plus pour, on va dire, euh, enfin, ouais, pour contrôler ou davantage creuser pour l'administration. Euh, mais quelqu'un qui est complètement carré sur ses comptes et qui décide donc de déclaration de compte, déclaration de gain et qui décide de ne pas déclarer à la revente, le risque de pénalité en cas de contrôle fiscal est ouais, assez limité quand même. Ok. Du coup, ouais, désolé, on a creusé sur le Non, troisième non, mais t'as point raison. en priorité, ce qui m'intéressait, parce qu'en fait, pour être franc, je ne savais pas trop. Ouais, Euh, si on revient sur le deuxième point, qui est quand même le principal, hein, donc la tout à déclaration fait, de ouais. gain donc, en cas de plus-value. Alors, je connais la réponse, mais je vais te laisser la dire. Quel est le taux appliqué sur les gains? Ouais, alors donc c'est en effet c'est un bon point, le taux de la flat tax, c'est-à-dire donc 30% qui est le taux de l'impôt et des prélèvements sociaux. Euh, et, et ça, c'était un régime pensé en 2018, mis en place en 2019, euh, donc taux forfaitaire Ça unique. n'a pas bougé pour l'instant. Alors, ça n'a pas bougé. Il y a eu deux petites particularités qui sont arrivées dans le temps. La première, c'est que pour les revenus, les foyers fiscaux modestes, ça dépend exactement du montant, mais c'est autour de 26 ou 28 000 euros par an sur le foyer fiscal. Il est plus intéressant de choisir le taux marginal d'imposition, le taux en escalier, c'est-à-dire le Ouais, le taux à barème. utiliser exactement le barème progressif pour l'impôt. Et donc, dans ce cas-là, ben, voilà, c'est possible d'opter au barème progressif pour Ouais. l'impôt. Euh, et le deuxième modification qui est dans la dernière loi de finances, celle qui est passée récemment, ça a été l'instauration d'une cotisation exceptionnelle aux revenus, CEHR, qui, pour les hauts revenus, augmente ce taux et elle fait passer à 37,2. Ok. Donc le taux n'est plus la flat tax, mais de 37,2. Exactement, en fait. Exactement. Ok. Est-ce que tu dois aussi déclarer les moins-values? Si tu as des pertes que tu as actées, est-ce que tu les déclares aussi? Est-ce qu'elles sont reportables comme sur les actions sur un compte titre? Alors, s'il y a des plus et des moins-values, c'est très important de les déclarer aussi. Par exemple, quelqu'un qui a fait 5 000 euros de plus-value, 2 000 euros de moins-value, elle va venir sur une même année se déduire. Ok. Donc c'est important dans ce cas-là de la déclarer. Quelqu'un qui a fait une moins-value, une seule opération de vente, on va dire une moins-value de 15 000 euros. La loi dit, oui, elle doit être déclarée. Maintenant, dans le cas de contrôle fiscal, on a une pénalité qui est un pourcentage de l'impôt dû. Donc dans ce cas-là, c'est un impôt dû de zéro. La pénalité, elle va être de 10, 40, 80%. Même 80% fois zéro, on arrivera toujours à zéro. Donc, non, je préfère aller au bout de l'information. Donc, dans les faits, oui, une moins-value, elle est intéressante à être déclarée s'il y a d'autres plus-values, parce qu'elle va venir baisser le montant de la plus-value. Mhm. Et donc, euh, c'est pour ça que c'est important. Par contre, s'il y a une seule moins-value dans l'année, euh, ben, Ouais, ça n'a moi, pas je de pense que sens c'est de le intéressant de déclarer. suivre son portefeuille, mais dans les faits, le montant de l'amende ou des pénalités en cas de non-déclaration est nul. Parce que je veux dire, je vois pas trop l'intérêt de déclarer un truc pour dire bon, ok, ben, j'ai perdu de l'argent, mais et si je vous le dis pas, vous allez mettre une amende de 0 €. Bon, C'est pour ça que je voulais aller au bout de, voilà, exactement, au bout du raisonnement. non, mais c'est intéressant que tu peux avoir une amende de 0 € parce que bref, t'as pas Non, déclaré ta perte. mais c'était pour dire qu'en effet, enfin, on peut être carré, mais le risque est financièrement est Ouais, nul. Euh, pour revenir sur ta question, qui moi, pour le coup, me passionne, cette question de report de moins-value. J'ai passé ouais. des années à discuter avec les parlementaires, les cabinets ministériels sur ce sujet de report de moins-value. Il n'est pas possible en France parce que, je ne l'ai pas tout à l'heure présenté, mais enfin, ça coule de source dans ce que j'ai présenté, les échanges entre cryptos ne sont pas imposables. Mhm. Donc, le, enfin voilà, malheureusement l'encontre de ça, c'est de dire que, enfin, par rapport on va dire à le régime fiscal français ou à la politique fiscale française, il y a une certaine cohérence et donc ça ferait un petit peu un caractère excessif, mais ce serait en effet un super truc de pouvoir déduire ces moins-values et on peut parler sur les gains des années futures, on peut parler par rapport même aux autres actifs financiers. Moi, un truc que j'ai vu en Australie, depuis qu'on peut déduire ces moins-values en crypto, même de ses revenus, donc salaire Ah et ouais, autres, ouais, il y a un taux de conformité en fiscal en Australie qui est bien supérieur à celle de la moyenne mondiale enfin, des pays de l'OCDE.
Et donc, moi, je trouve que ce serait vraiment bien, quoi. Enfin, vraiment intéressant. Mais bon, c'est mon avis. Mais moi, C'est pas j'avais. ton. Alors, déjà, c'est intéressant de savoir que tu parles avec les cabinets ministériels. Comme ça, si j'ai des messages à faire passer, j'en profiterai. Euh, non, j'avais ouï dire aussi que la raison pour laquelle le gouvernement ne voulait pas faire de report de moins-value, c'est qu'il considérait que vu que bah, les échanges entre cryptos n'étaient pas taxés et que, a priori, ils savent quand même que la technique de beaucoup de monde, et qui est, je pense, le cas de la majorité des détenteurs crypto, Hmm. c'est pour éviter de passer par la case fiscalité, soit parce qu'ils ont pas envie de se faire taxer, soit tout simplement parce que ben, ils ont, ils ont peur de la complexité fiscale, ils repassent en stablecoin pour Mhm. se dérisquer. On est d'accord que ça, aujourd'hui, quand tu repasses en stablecoin, donc qui, je le rappelle, hein, une monnaie Hmm. stable indexée sur le dollar, qui est sans risque, je mets des grosses guillemets pour ceux qui ne me voient pas en vidéo, parce qu'évidemment, il y a du risque quand même dans les stablecoins. Évidemment, on l'a vu avec Terra Luna en 2022. Mais en tout cas, c'est a priori pas volatile, enfin, c'est moins volatile que les Voilà. cryptos. Il n'y a pas le risque de Euh, volatilité, en tout cas. ouais, voilà, il n'y a pas de risque de volatilité. Par contre, il y a bien sûr une risque de perte en capital hein, si, si la crypto, elle perd sa parité. Ouais. Euh, on est d'accord qu'aujourd'hui, alors on enregistre, si tu passes de, tu sécurises ton Bitcoin, ton Ethereum ou n'importe quelle crypto en USDT, USDC, t'es pas taxé. Alors, oui. Donc, l'échanger des cryptos contre des stablecoins n'est pas une opération imposable. Euh, un petit commentaire là-dessus, la France est le seul pays au monde qui on va dire, impose des échanges crypto fiat, mais pas crypto stablecoin. Donc il y a une Ok. certaine anomalie fiscale et une certaine incompatibilité pardon, avec les régimes européens, notamment le régime MiCA, qui est le régime d'encadrement des stablecoins Ouais. et des services, des sociétés qui fournissent des services liés aux cryptos. Euh, mais MiCA n'a pas d'élément fiscalité. Dans les faits, oui. Mais tu dis que les autres pays donc taxent le passage en stablecoin? Ouais, mais Ok. la plupart offrent, et l'autre truc que je trouve très intéressant fiscalement, donc en gros la France est vraiment unique sur la notion de pas d'impôt crypto-crypto. Par contre, elle n'a pas deux très gros intérêts qu'on voit aux États-Unis, au Canada, en Angleterre et en Allemagne. C'est non-imposition pour durée de détention ou une baisse du taux d'imposition si on détient des cryptos au-dessus d'un certain temps, 6 mois, 1 an, 3 ans. Euh, alors que nous, on n'a aucun intérêt économique, au sens fiscal, hein, j'entends, de détenir des Mhm. cryptos sur du long terme. Ou en tout cas, il y a même pas de distinction entre alors, si on exclut les activités des traders professionnels, parce que dans les faits, il y en a quand même beaucoup moins que ce qu'on croit, et peu de Mhm. personnes sont des traders professionnels, même s'ils ont une gestion active de leur patrimoine. Même si s'il y a un doute, j'encourage quand même, j'encourage à consulter un professionnel du droit qui est spécialisé dans les cryptos. Mais ce que je veux dire, c'est que quelqu'un qui est assez actif dans la gestion de son portefeuille crypto et quelqu'un qui est juste mais très long-termiste, très peu d'actions, très passif, auront les mêmes taux d'imposition. Alors que, je fais une petite aparté, mais dans d'autres régimes fiscaux, type assurance vie, il y a une baisse du taux. Mais oui, c'est clair. En fait, c'est vrai que c'est Enfin, étonnant parce que n'importe quel en fait régime fiscal, enfin n'importe quel investissement, t'es toujours avantagé quand tu fais du long terme. Tu vois, l'immobilier, t'as les abattements pour une durée de détention. Pareil sur les actions sur un compte titre. Bah, PEA, au bout de 5 ans, t'es moins fiscalisé. L'assurance vie, 8 ans. Et du coup, c'est dommage parce que du coup, ça incite plus à la spéculation en fait. Parce que tu te dis, bah, si je garde mon Bitcoin pendant 10 ans, bah, en fait, j'aurais pas plus d'avantages que si je fais un coup et que je le revends dans 2 jours, quoi. hmm. Et est-ce que peut-être c'est aussi dû à une, je sais pas, une mauvaise enfin, pas une mauvaise compréhension, mais comment dire, le fait qu'ils considèrent vraiment que c'est pas encore un investissement et que c'est vu comme vraiment spéculatif. Je sais pas, hein, tu vois, Hmm. c'est une question ouverte Non, en que tout je te cas, pose. c'est un très bon point. Au moment où où le régime fiscal a été construit, donc on est en 2018, euh, c'est dans une logique euh, gain issu de trading, donc très spéculatif. Et c'est vrai qu'il n'y avait pas Ok, de logique long terme, enfin, dans l'approche dans laquelle les choses étaient vues. ok, ouais. Peut-être après ça va évoluer si, je sais pas moi, le Bitcoin ou bref, d'autres cryptos peut-être un peu phares sont vus comme des investissements long terme. Peut-être qu'il y aura, on Mm, pourra y attendre. Tu peux mm. passer le message du coup au cabinet ministériel. Ouais, alors ça veut dire que je suis écouté. Mais non, clairement, je pense, allez, pas à court terme, mais sur moyen ou long terme, enfin, je pense, voire j'espère, ça me paraîtrait plus cohérent, ce serait clairement plus Hmm. pertinent,
de le faire évoluer de la sorte. Mais le problème, c'est qu'on a une sorte de trade-off où il y a quand même ce super avantage de la non-imposition des échanges entre cryptos. Ouais. Et ça, du coup, les abattements pour durée de détention, ça, pour le coup, les autres pays européens le font. Alors pas tous. L'Angleterre le fait en une baisse du taux. L'Allemagne, même s'ils ont d'ailleurs réduit les seuils, l'Allemagne le fait, je crois, sur 12 mois, les Luxembourg sur 6 mois. Ok. Luxembourg, ça n'a pas la même politique fiscale que la France. Mais oui, on voit d'autres pays, pas mal de pays dans le monde qui ont ces abattements. Mais par contre, à l'inverse, le crypto est imposable. Ok. Bon, on va Donc, pas se plaindre, du coup, on a quand même un avantage que les autres n'ont pas. ouais, non, complètement. Enfin, je pense comment dire, on peut se plaindre de beaucoup de choses. Si on si on compare vraiment le régime fiscal français en crypto par rapport aux autres régimes fiscaux, alors oui, il n'y a pas de livret crypto, mais par rapport aux autres régimes d'actifs financiers non favorisés, sans enveloppe fiscale, il y a une certaine cohérence, il y a une certaine justice. Ouais. Ok. Euh, du coup, si on rentre un peu dans le concret, alors on est Ouais, en pleine déclaration d'impôt en plus en ce moment, ouais. c'est quoi les cases à remplir concrètement sur sa feuille d'impôt pour déclarer ses gains? Alors, tu l'as dit pour les déclarations de compte à l'étranger, du coup, j'y reviens pas. C'est le Mhm, formulaire 3916. Tu me dis si je dis pas de bêtises. Alors, moi, je l'ai fait juste avant. En plus, c'est la case mhm. 8UU ou 8TT, je crois qu'il faut cocher. Enfin, c'est écrit de toute façon, mais c'est dans la partie 8. C'est bien Ouais, ça, c'est 8UU, ouais, hein, je crois, c'est ouais, ça? exactement. Je t'avoue que j'ai plus les cases en tête, mais en fait, ce qui est important, c'est à un moment, il y a une barre de recherche. Donc, on tape bien crypto actif, euh, ou le nom du formulaire 3916 bis, ou 2086 pour les gains. Et une fois qu'on a ces mots-clés, on sélectionne, on a cet actif, on renseigne après les informations. Donc, soit c'est les informations liées au formulaire de 3916 bis sur le compte. Grosso modo, c'est juste l'adresse, le nom du compte. Hmm. Et on peut trouver beaucoup de ces informations, soit dans les termes et les conditions de la plateforme, Ouais, enfin, de des son exchanges, ouais. broker. C'est ça. Même sur Internet, on en voit de plus en plus de médias qui le partagent. Nous, sur Walcho, c'est en accès Hmm. libre. Donc, les infos se trouvent facilement. Et après, sur la partie purement session, donc une fois qu'on a cliqué sur Annexe, on remplit donc les chiffres. Si on a fait une opération imposable, petit aparté, si on n'a pas vendu d'opération imposable, on n'a pas vendu de crypto, ni utilisé comme moyen de paiement, et que nos comptes sont sur des plateformes françaises, CoinHouse, Meria ou autres, ou Bitstack ou Finari, il n'y a pas d'enjeu à déclarer. Il n'y a rien à déclarer alors que vous détenez des Hmm. cryptos. Je permets de préciser. Mais pour revenir sur le process, donc, et après on renseigne donc les chiffres dans le cadre du formulaire 2086 et on clique plusieurs fois sur valider et après c'est pris en compte. Ok. Euh, alors après, la question que tout le monde doit se poser, et moi je te la pose parce que je suis dans ce cas-là, ouais, c'est là je pense que Walsio intervient aussi, c'est comment on fait quand on n'a jamais vendu et qu'on a fait 1 million de trucs sur la blockchain, c'est-à-dire que on a acheté en 2017, puis on en a Mm. racheté, puis on a transféré entre plateformes, après on a mis un peu sur notre ledger, puis on en a reparti un bout dans notre ledger, et puis après on a fait un peu staking, après on est passé en altcoin, on est revenu en bitcoin, enfin bref. Comment on s'y retrouve dans tout ça quand évidemment on n'a pas tracé ça parce que bah voilà, tu sais comment ça se passe, hein, Ouais. on n'est pas tous ultra rigoureux. Comment on fait pour se retrouver dans cet enfer? Et je suis, alors je connais un petit peu ta réponse, mais moi je suis vraiment dans ce cas-là et voilà, Bah, comment on fait? alors déjà, quelqu'un qui se dit, euh, j'ai pas envie de m'embêter à rechercher, ou j'ai gagné beaucoup d'argent avec les cryptos, par rapport à ce que j'ai investi en tout cas. J'ai pas envie de faire ça. Il y a une solution, c'est je déclare 30% de ce que j'ai encaissé. Parce Ouais, que donc ça en veut gros dire sur le que capital et pas sur la plus-value, quoi. Tu pars du c'est ça principe que exactement. tu as fait un gain tellement énorme que voilà. Au moins tu te couvres, quoi. Tu payeras plus, mais tu es couvert. Voilà, c'est ça. Moi, enfin, une émission de Waltios, c'est de se dire non, enfin, c'est nul et donc enfin, c'est nul. C'est clairement C'est dommage. sous-optimisé ou c'est dommage. Euh, donc, mais donc, on a développé un outil le plus intelligent possible qui s'améliore en ce moment presque toutes les heures sur lire toutes les transactions. Donc, à 2 millions de transactions par semaine. Euh, et donc, et on lit toutes ces opérations, on les enregistre,
sur les blockchains, on couvre 700 comptes, plateformes, blockchain, euh, et, euh, et on va automatiquement les lire, rapprocher les transactions, donc c'est-à-dire un envoi d'un ledger vers un compte d'échange centralisé. Et en récupérant toutes ces informations, bah, on va nourrir notre outil, ce qui va permettre de classifier les opérations et calculer les plus et moins-values. Alors oui, s'il y a eu des participations à des ICO, s'il y a eu certaines opérations un peu particulières, on va demander l'aide de l'utilisateur. C'est-à-dire, on va dire, bah, écoutez, Hmm. enfin, la plateforme d'échange ou l'intermédiaire ne nous donne pas les informations. Là, je sais pas, je vois un envoi de 2 Ethers qui sont partis dans la nature. Peut-être besoin de nous préciser ce que c'est. Est-ce que vous avez payé avec ça? Est-ce que vous avez fait quelque chose de particulier? Donc ça, c'est pour les gens qui ont plusieurs années d'opération, qui ont été assez actifs, assez aventuriers et on va dire entrepreneurs dans la façon de gérer leur compte. Et donc, dans ce cas-là, oui, il y a peut-être un travail pour de connecter ces comptes. Maintenant, nous, ce qu'on voit, c'est que même des gens qui ont 10-15 comptes, en quelques dizaines de minutes, alors ça dépend si on parle de plusieurs milliers ou dizaines de milliers de transactions, dans les faits, ça va prendre un petit peu plus de 10 minutes, mais ça va de plus en plus rapidement et c'est pas instantané, mais c'est entre récupération de l'information, reclasser et avoir son calcul de plus-value. Et en plus, nous, on travaille de plus en plus à fournir de l'information, donc aider à gérer son compte, donc voir où est-ce qu'on en est dans ses gains, comment ça a évolué par rapport à d'autres cryptos. Donc on a de l'information supplémentaire qui permet après de faire son calcul et de sa déclaration fiscale le plus rapidement et le plus sereinement possible. Ok. Ouais, donc vous mâchez ce travail, quoi. Enfin, moi, c'est ça aussi que je vais apprécier chez vous, quoi. Alors, moi, pour être franc, je l'ai pas, comment dire, j'ai pas encore déclaré de gain parce que j'ai toujours pas vendu, parce Mhm. que je suis un investisseur très long terme. Mais j'avais fait le test et j'avais trouvé ça incroyable que j'ai retrouvé mes 5000 transactions parce que Ah j'avais ouais. fait un paquet de trucs et j'avais trouvé ça incroyable, quoi. Et je me dis, le jour où je dois déclarer, enfin, le jour où je vends, bah voilà, j'hésiterai pas trop à passer par vous parce que j'imagine le gain en temps est juste incroyable, quoi. Euh, Complètement. Ouais, peut-être une particularité sur les cryptos, c'est que en fait, dans le monde financier traditionnel, on ne peut pas transférer, par exemple, une action, je sais pas, LVMH qu'on aurait sur un compte et l'envoyer vers un autre compte. On est mhm. obligé de la revendre en euros, transférer les euros d'un compte à un autre, puis racheter donc ce titre sur un autre compte. Bah, en théorie, tu peux transférer quand même un compte titre ou un PEA. C'est chiant, c'est galère, mais c'est quand même possible. En fait, c'est Mais tu peux pas l'envoyer à quelqu'un, administrativement, quoi. c'est ça exactement. Non, mais oui, alors, ce que, ce que je veux dire, c'est qu'administrativement, ils doivent transférer les coûts d'achat. Enfin, c'est assez fastidieux. Alors que dans le monde Ah, des mais c'est clair, cryptos, ça met 3 mois, hein, c'est super long. ouais, voilà, dans le monde des cryptos, c'est extrêmement simple, c'est fréquent, c'est la nature, on va dire, inhérente à l'actif. Mhm. Donc, ouais, enfin, c'est ce qui fait que c'est plus fréquent. Ouais. Et c'est quoi les risques? Non, la question que je vais poser, c'est quoi les erreurs les plus fréquentes que tu vois sur la déclaration ou enfin, c'est quoi les erreurs à pas faire en tout cas pour quand tu déclares tes cryptos? Celles que tu vois le plus souvent et celles à éviter. Alors moi déjà, c'est plutôt les gens qui veulent pas déclarer, qui se disent euh, ah ouais non mais le fils pourra pas me retrouver. Attendez, on envoie sa pièce d'identité à une plateforme d'échange. Vous pensez vraiment pas ils vont la conserver, ils conservent l'historique de toutes les transactions, les dépôts les réalisés. Aujourd'hui, l'administration fiscale se dote d'outils qui est assez, enfin, les outils de surveillance on-chain qui permettent en fait de mieux écouter et suivre ce qui se passe sur les blockchains. Donc, il y a une, on va dire une capacité de contrôle et de suivi d'opération qui est bien supérieure à il y a quelques années. Donc, je pense que la première, c'est un peu se croire plus intelligent et plus malin que les autres ou que l'administration. Euh, Après, les risques dans la déclaration, moi, à partir du moment où il y a eu un suivi annuel, un petit peu comme la comptabilité d'une entreprise, il n'y a pas de risque, enfin, de mal déclarer, parce que, enfin, l'outil va tout faire, enfin, Waltio va tout faire pour l'utilisateur. Euh, Moi, je vois pas de risque. Après, l'autre risque qui est plutôt aussi, enfin, à nouveau, quelqu'un qui ne souhaite pas déclarer. Ce qu'on a vu, c'est que beaucoup de personnes qui se disent oh mais moi je suis assez calé en crypto, je vais vouloir et tu vois je pense pas que ce soit les profils de son audience, mais c'est ceux qui se disent ouais je vais pas déclarer et en fait je vais peut-être utiliser un mixeur ou le fait d'avoir des wallets en fait personne peut me suivre
Et le problème, c'est que là, on atteint donc plutôt des logiques de blanchiment de fraude fiscale ou en tout cas de recherche de dissimulation de fraude. Et pour le coup, les montants des amendes, ils sont absolument astronomiques et c'est risques, on parle de centaines de milliers d'euros, millions puis millions d'euros, avec des risques de prison. Et donc, moi, mon autre point, c'était les quelques personnes qui souhaitent ne pas déclarer, pour le coup, jouer au jeu du chat et de la souris ou à chercher à le cacher, pour moi, c'est la plus belle des bêtises qu'on peut faire. Quoi. Ouais, faut être honnête, quoi. Comme Non, toujours mais dans la ouais, vie, je pense que enfin, ouais. ça reste le plus important finalement. Euh, ok. J'avais une autre question sur la fiscalité, mais je l'ai perdue. Elle va peut-être me revenir après. Sur la partie crypto, toi, je sais pas si tu es à l'aise avec nous partager un petit peu ta vision, ta stratégie, tu vois, qu'est-ce que tu penses un petit peu de... Voilà, enfin, ta spécialité, c'est la fiscalité crypto, Ouais, mais bien sûr. t'es aussi investisseur crypto, j'imagine. Ouais, bien sûr. Moi et la boîte aussi, parce qu'une partie de Ouais. nos clients nous payent en crypto. Euh, moi, enfin, donc déjà, j'adore ce que dans notre boîte, on a on a plein de visions différentes de la crypto. Des bitcoins très Mhm. maximalistes, d'autres qui ont été passionnés par les NFT, d'autres qui sont beaucoup plus fans de DeFi. Moi, ce que je vois, c'est que je pense, enfin, j'ai jamais été aussi bullish sur Bitcoin et enthousiaste sur du long terme, voire très long terme. Et je pense que détenir une partie de Bitcoin sur vraiment une logique, tu vois, donnée à ses enfants à terme, un peu plus cette logique presque or, nous en France, assurance vie, donc très très long terme, c'est pour moi une Mhm. excellente idée. Évidemment, hein, je parle d'un tout petit pourcentage du patrimoine hein, Ouais, du total. patrimoine, ouais. Euh, et donc ça, sur les cryptos, il y a, je pense que la partie finance décentralisée, on est, c'est encore tôt pour avoir même si les montants en jeu sont vraiment significatifs, mais je pense qu'on peut avoir des cas d'usage assez exceptionnels, parce que on peut se le dire quand même, les rails de la finance traditionnelle et du système bancaire sont quand même très très dépassés. Et là, de Mhm. voir en fait toute la finance décentralisée actuelle où tout est automatisé et en fait l'algorithme a sa place constante dans le système financier, euh, peut avoir aussi une place incroyable. Euh, euh, Pardon. Et une deuxième chose, c'est une dernière chose sur laquelle je m'interroge, et pour être très honnête, pardon, je connais moins, c'est les stablecoins. Et je pense qu'il y a encore un enjeu dans le remittance pricing, tout ce qui est le transfert d'argent entre pays. Et je pense que les stablecoins là-dessus peuvent avoir un rôle clé et aussi pour servir de porte d'entrée et de sortie dans le monde crypto. Ok. Et toi, à titre perso, t'es plutôt Bitcoin maximaliste, altcoiner, ou est-ce que tu as une tendance que tu aimes bien, comme tu dis, la DeFi, NFT, je sais pas moi, les RWA, des choses comme ça, Ouais, ou quelle est comment dire, ta conviction, toi, dans les cryptos? ouais, j'ai une grosse conviction sur Bitcoin. Et j'aime bien comprendre et saisir les enjeux de DeFi. Euh, Après, le fait d'en détenir en perso, en pro, d'être entrepreneur, dirigeant d'entreprise, et en plus la boîte qu'on détient, il y a un moment aussi, faut limiter quand même son risque et bien se concentrer. Hmm. Donc, pour le coup, j'ai une approche assez passive des choses parce que enfin, ma priorité, c'est de développer Waltio et non mon portefeuille crypto. Ok. Donc, tu es plutôt en mode DCA Bitcoin sans réfléchir, ou tu y vas plutôt pendant les creux? Comment tu fonctionnes? Donc, j'ai un DCA Bitcoin, j'ai eu un DCA Ether pendant un moment, euh, et mais, enfin, même pendant les creux et pendant les phases enfin, de croissance vraiment importante, je réalise des opérations, quelques opérations un mix entre pour en profiter, mais aussi pour comprendre et suivre. Euh, et donc là, ça a surtout été dans les 2 dernières années dans la partie DeFi. Ok. Et j'ai l'impression, moi, qu'en ce moment,
il y a, tu sais, il y a beaucoup de. Bon, il y a toujours les cycles dont on a parlé, Mm. 2017, 2021. A priori, celui-là, je te poserai tout à l'heure la question, ce que tu en penses, est-ce que c'est un cycle ou non d'ailleurs. Mm. Mais il y a toujours, tu vois, des tendances qui se dégagent. En 2017, c'était les ICO. Euh, En 2021, la DeFi et la NFT. En 2024, on parlait beaucoup de narratives, tu sais, RWA, Mm. des choses comme ça. J'ai l'impression que le Meme coin aussi. consensus en ce moment, bah, c'est Bitcoin et c'est tout, quoi. Alors, est-ce que c'est moi qui suis, enfin, vu que je m'intéresse et que c'est ce que je pense, bah, il y a tout l'algorithme qui me cible pour que ce soit ça, ou est-ce que tu as la même sensation qu'en ce moment, il y a tout le monde qui est en train de réaliser que, en fait, il y a Bitcoin et le reste, et qu'en fait, il y en a beaucoup, beaucoup qui lâchent tout pour Bitcoin? Ou je suis le seul à avoir Non, ce sentiment-là? je pense que tu as des phases de cycle où il y a ça. Donc, en gros, Bitcoin est souvent genre phase d'entrée, après on découvre autre chose, puis on y revient, puis certains redécouvrent autre chose, puis d'autres y restent. Donc il y a clairement des phases où la narrative est pro Bitcoin ou moins. Euh, pour moi, le RWA a un énorme potentiel, le stablecoin aussi, et pas que pour la casse fiscale, hein. Hmm. Et pour avoir du yield plus rapidement, enfin du rendement. Et maintenant, ouais, pour le coup, c'est vrai que, en tout cas, dans une approche patrimoniale, Bitcoin a enfin dégage une certaine sérénité long terme. Évidemment, il y a une volatilité qui est énorme. Enfin, Bitcoin par rapport, si on le compare à une autre classe d'actifs, hein, Oui, il y j'entends. a aux actifs plus traditionnels, ouais. Ouais, exactement. Euh, mais c'est vrai que euh, tu es dans une approche patrimoniale. Le Bitcoin reste quand même la référence dans le monde des cryptos sur du long terme. Et c'est vrai que dans le reste, ce qu'on a vu, c'est que c'est un peu plus altcoin, c'est un peu plus du VC, quoi, du court terme, Hmm. du bet, Ouais, du pari t'as sur. l'impression que c'est de la startup tech, quoi. Voilà, exactement. Et je trouve que tu as plein de super innovations, tu vois, qui en découlent. Mais quand on dit startup tech très tôt, qu'est-ce qu'on comprend? Ça veut dire qu'il doit y avoir il y a un Un taux risque d'échec qui est énorme. beaucoup plus important. Hmm. Et si on revient sur Bitcoin, Ouais. je vais te poser une question qu'on m'a posée lors d'une interview qui sera sortie d'ici là. Et le gars était plutôt contre Bitcoin. Ouais. Moi, j'étais plutôt en train de défendre Bitcoin. Il m'a posé une question qui m'a bien piégé. Et je vais Mhm. te la poser. Euh, il me disait que lui, ce qui le dérangeait avec Bitcoin, c'est qu'il n'y ait rien. On peut pas, comment dire, on peut pas le pricer en fait. Tu vois, si on se réfère aux actifs traditionnels, tu vois, l'immobilier, par rapport au secteur, par On peut pas rapport à la pricer qualité la du monnaie. bien, tu peux pricer. Alors attends, je finis ma question. Pardon, pardon. Sur l'immobilier, tu peux pricer, tu vois, le bien, tu peux dire, OK, il vaut tant parce que c'est tel secteur, le prix du marché, c'est ça. Une action, tu peux dire par rapport à son PE, par rapport à, bref, tout un tas de critères, des ratios financiers. Tu peux Mhm. dire, OK, la valeur juste, c'est censé être ça. Mais le Bitcoin, moi, je lui ai répondu en disant voilà que moi, les fondamentaux, enfin, la raison pour laquelle j'investissais dans Bitcoin, c'était parce que les fondamentaux étaient très solides et j'y croyais à très long terme. Mais quand il me disait ouais, mais c'est quoi le bon prix pour toi? Et j'étais incapable de lui répondre. J'ai envie de savoir qu'est-ce que tu réponds toi à cette question du quel est le bon prix ou comment pricer Bitcoin? Mais attends, le bon prix, c'est aujourd'hui. Et c'est-à-dire que par rapport au prix dans 5 ans, euh, il sera au-dessus, quoi qu'il arrive. Enfin, le prix aujourd'hui sera toujours en dessous du prix dans 4 5 ans. J'ai pu mais pendant le très longtemps, Bitcoin, tu le détenais un an, tu étais obligatoirement en plus-value. Euh, mais le, je suis pas d'accord sur enfin, en tout cas, je pense pas que ce soit très pertinent de comparer Bitcoin à une entreprise. C'est pas une société, ça n'a pas un but économique. Mais comment est-ce qu'on price une monnaie? Comment est-ce qu'on price l'or? Et l'immobilier, qu'est-ce qui price l'immobilier fondamentalement? Ok, c'est des sous-critères de la qualité du bien, la localisation, mais ça reste l'offre et la demande. Si personne ne va aller enfin, c'est pas forcément la localisation, c'est le fait que les gens veulent aller dans Hmm. cet espace où l'accessibilité, je sais pas, aux écoles, enfin, tu vois, à un certain nombre de critères. Mais c'est plutôt à quel point les gens reconnaissent ces critères. Donc, on revient toujours sur de l'offre et la demande. Et si on le compare à la monnaie et à de l'or, ça reste pareil, la quantité disponible versus la demande. Et pour moi,
tant que la monnaie sera dans les mains des hommes et des femmes politiques, euh, il y aura de la demande, même si en France on a un système bancaire qui est, enfin en Europe même assez structuré, assez établi, un taux de bancarisation qui est relativement élevé, il y aura une demande sur une monnaie indépendante, sur un actif numérique au sens digital, quoi, un truc qu'on peut qu'on n'a pas besoin de se balader. Enfin, on n'a plus besoin de mettre des billets sous son matelas, plus besoin de détenir de l'or dans son propre coffre. Mais bon, ça demande aussi d'autres compétences en termes de sécurité. Mais pour revenir, euh, la valeur, elle est en tout cas toujours. Alors, est-ce qu'elle vaut 80, 75, 50 ou 100 aujourd'hui? Je suis d'accord, c'est uniquement l'offre et la demande et il n'y a rien qui le justifie. Par contre, on justifie pour moi par un besoin croissant de d'être capable, enfin, soi-même de conserver de la valeur que, et d'avoir une monnaie qui est, enfin, et un système d'échange de valeur qui est en dehors des espaces étatiques, géographiques au sens. Et donc, ce besoin, il est croissant, et donc, il y aura davantage ça aura une valeur supérieure sur le long terme, très long terme, parce qu'on aura un besoin croissant là-dessus. Ok. Non, mais ok, j'entends ton argument. C'est un peu J'aurais long, mais. peut-être dû avoir le tien. Mais ouais, ok, ça se comprend. Si on en revient, tu vois, au marché actuel et enfin ce qui se passe en ce moment avec l'histoire des droits de douane et compagnie qui ont quand même impacté le prix des cryptos, Ouais. selon moi, à tort, parce que je vois pas pourquoi Bitcoin serait impacté par les droits de douane, mais bref. Et j'ai envie de savoir qu'est-ce que tu penses, toi, tu vois, de cette théorie des cycles. Alors, c'est une question que je pose toujours hein, dès que j'ai un invité crypto, parce que moi, Ouais. c'est vraiment un sujet qui m'intéresse, parce que j'ai l'impression que, bon voilà, je ne veux pas te dire forcément ce que j'en pense, mais qu'est-ce que tu en penses, toi, par rapport Euh, à l'historique, par rapport à ce qui se passe maintenant, par rapport au futur? euh, donc, pour moi, il est factuel qu'il y a un cycle, qu'il y a des cycles, euh, et qu'à chaque cycle, en tout cas, il y a une sorte de sujet parallèle à Bitcoin. Comme tu l'as dit, les ICO, une méta, donc les ICO, la DeFi, les NFT, les meme coin ou RWA. Il y a toujours un sujet en plus parallèle. Euh, et ce cycle, il est grosso modo 3-4 ans. Euh, euh, enfin, ce que je peux dire, c'est que ça existe de plus ou moins depuis le début. Il y a beaucoup de volatilité depuis aussi le début et enfin, elle est inhérente pour l'instant à l'actif. Parce que tant qu'il y aura pardon, des gens enfin, des individus qui en achètent avec une analyse très graphique euh, et des moments de phase d'euphorie, ben, on verra c'est des courbes exponentielles vers le haut comme vers le bas. Euh, et parce que très souvent, les gens se mettent à en acheter que dans la phase où il y a du FOMO. Et plus les personnes vont investir de façon DCA, donc c'est-à-dire lissé, programmé, euh, plus ça devrait un petit peu lisser les cycles. Euh, mais ouais, pour moi, ça va continuer à exister et, en fait, dans la finance traditionnelle, ça existe en dehors, enfin, les cycles existent. Alors, ils sont peut-être pas aussi rythmés, ou soit plus longs, soit plus courts, ou impactés par des éléments économiques différents. Euh, mais ça existe aussi, ces cycles. Donc, Ouais, mais dans la finance traditionnelle, les cycles, ils existent, comme tu le dis, par des événements macro généralement. ouais, C'est mais, c'est mais pas, pas c'est pas graphique. calé sur le halving tous les 4 ans. Ouais, Et moi, ça me paraît quand même assez improbable que tous les 4 ans, on connaisse les mêmes. Alors, je pense que les amplitudes vont diminuer avec le temps, comme tu dis, mm, mais ça me paraît quand même très peu probable que tous les 4 ans, on ait des phases de hausse et des phases de baisse qui suivent, parce que au bout d'un moment, tout le monde le sait, en fait, et tout le monde le price en avance. Et moi, j'ai l'impression que c'est ce qui s'est passé cette fois-ci, tu vois. non, mais c'est ce qui se passe depuis le début. Donc tout le monde le sait, sauf qu'en fait, tu as enfin, la masse qui entre n'est pas informée. Donc c'est toujours comme le dernier qui rentre qui en fait achète au plus cher et donc sur ce cycle et les prochains mois voire années va devoir attendre avant d'être rentable dans son investissement. Et en effet, pour toi, tu es une étape d'avant où tu as appris des autres cycles, euh, mais
je pense qu'en effet, ça va s'amoindrir. Je ne pense pas que ça va disparaître. Euh, et mais ça est vraiment intéressant à voir. Mais en effet, c'est très, je suis d'accord avec toi, c'est très particulier. C'est un cycle autant programmé, aussi presque certain, même si quand même Mhm. à quelques mois, c'est pas aussi certain. Euh, L'arrivée de Trump, enfin le retour de Donald Trump au pouvoir a quand même accéléré les choses en termes de cycle et avec toutes ces annonces en communication. Ok. Et est-ce que toi, tu es partisan de bah, justement d'être intercycle? Est-ce que tu vends? Enfin, est-ce que toi, tu considères qu'il faut vendre ces cryptos? Parce qu'il faut les garder? Et si oui, tu vois, quand les vendre? Est-ce que, bah, justement, c'est un peu lié avec la théorie des cycles, hein, mais Hmm. qu'est-ce que tu en penses, toi, de ça, Alors, de vendre ces cryptos? c'était intéressant. Pendant très longtemps, j'étais assez contre de l'idée de vendre. Et en fait, très rapidement, j'ai conclu que c'était très bien de tenir de façon très carrée ses finances perso, mais c'était aussi super de vivre, et de se faire des kiffs dans la vie et d'atteindre ses objectifs. Et donc, pour moi, plus on va se fonder sur des objectifs à titre personnel, alors certes, les plus connus, c'est s'acheter une voiture, s'acheter une maison, ou un appartement, mais il y en a plein d'autres et des beaucoup plus petits. Et ceux-là, en fait, ils me paraissent clés. C'est-à-dire que au moment où on se dit j'ai envie de, si mon investissement a atteint tant, j'en vends une partie pour pouvoir m'acheter euh, et se faire plaisir sur des objets quotidiens. Euh, et ben ça, je trouve que ça permet enfin, de vivre, de s'éclater. Donc est-ce que je vends? Oui. J'ai Non, au tout début, j'avais vendu pour mon montant d'investissement initial après quelques mois. Et après, j'ai très peu vendu pendant longtemps. Et là, maintenant, oui, lors des phases de cycle de hausse, j'en profite pour vendre une petite partie, ouais. Et est-ce que tu vends pour, on va dire, tu actes, tu payes ta flat tax et puis tu t'achètes un truc ou tu réalloues, tu fais une réallocation de patrimoine ou est-ce que Non, tu restes en stablecoin pour racheter plus bas? euh, alors j'en fais un peu de stablecoin pour acheter plus bas, mais en fait, enfin, c'est une petite partie de mon portefeuille. Donc quand je vends, c'est vraiment pour sortir, payer l'impôt et, euh, ouais, et vivre. Alors pour moi, c'est pas pour réinvestir dans d'autres classes d'actifs, hein. Ok, ouais, Mais c'est pas pour faire de la réallocation, c'est pour t'acheter un truc. ouais, exactement, c'est consommer. Euh, Ok, d'accord. et et enfin, c'est des sommes marginales par rapport au montant total enfin, Ouais, c'est que c'est des petites poches, quoi. voilà, exactement. Hmm. Euh, et, euh, et un petit peu de stablecoin, mais pas tant que ça, parce que en fait, j'ai pas envie d'avoir la charge mentale moi là-dedans. Il y a tellement de boulot avec Waltio que Ouais, ouais, t'as envie de que rester passif. ouais. En fait, non, j'ai envie de rester focus. Et ça, pour moi, c'est très important. Ma réussite, ça va être la réussite de la société, et c'est notre engagement principal avec mon associé. Et oui, on peut en profiter un petit peu des phases haussières, mais en fait, c'est incroyable, enfin, pour en avoir vécu plusieurs, à quel point on peut, pendant les phases haussières, se défocus de la boîte et se concentrer Hmm. sur les graphiques. Sur tes Et invests. voilà, exactement, sur tes invests perso. Et tu vois, si on veut, pour en faire une grande boîte, il faut être focus. Et donc, c'est pour ça on limite les actions perso. Ok. Et du coup, y a un dernier sujet que je voulais aborder avec toi, c'était sur les revenus passifs, Ouais, les revenus passifs crypto. ouais. Qu'est-ce que tu en penses? On en a parlé sur le côté fiscal tout à l'heure, hein, que, bah, a priori, il y a un Mm. petit flou. Euh, qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose de profiter de ça? Tu penses que c'est risqué? Tu penses que c'est plus adapté aux initiés? Parce que c'est adaptable à tout le monde? Voilà, quel est ton avis là-dessus et comment tu gères ça? Bah déjà, une stat qui est hyper intéressante, c'est que nous, on a vu comme on suit l'intégralité du patrimoine crypto, donc aujourd'hui, nos clients ils détiennent 2,5 milliards d'euros en crypto. Ce qu'on voit, c'est que en réalité, 81% des cryptos qui peuvent générer du rendement passif, dans la réalité, n'en génèrent pas. C'est-à-dire que les gens ont l'opportunité, mais ne le font pas. Parce que c'est flemme, manque d'information, peur, oubli. Euh, il y a toutes les solutions, mais moi, ça m'a vraiment choqué de voir l'opportunité manquer. Euh, pour moi,
Alors, il y a plusieurs niveaux et évidemment, des gains sont assez corrélés avec le niveau de prise de risque. Euh, donc, créer des boucles en DeFi pour aller chercher à optimiser des rendements avec du levier via des mécanismes d'emprunt. C'est bien évidemment très compliqué, enfin complexe et beaucoup plus risqué. Maintenant, pour moi, mettre du staking sur stablecoin, sur l'Ether, c'est-à-dire que si on détient ces actifs sur à minima plusieurs mois et qu'on est dans une logique long terme, ça me paraît évident d'aller chercher du rendement euh, parce que le gain, donc c'est-à-dire le gain, c'est la différence entre un prix d'achat et un prix de vente, donc purement trading, hein, même si ça peut être trading, on va dire très passif, ben le montant de gain va être faible, amoindri. On l'a vu là sur Solana, sur Ether, sur toutes les autres grosses cryptos. Et ben, pour moi, c'est hyper pertinent d'aller chercher donc du rendement. Et c'est malin, surtout via les mécanismes. Enfin, si on détient de ces cryptos, stablecoin, Ether principalement, euh, c'est inhérent, on va dire, à la fabrication de l'actif qui a besoin de mettre donc ces Ethers, les stacker par exemple, ou même toutes les autres cryptos proof of stake, enfin, il y en a besoin pour faire fonctionner le réseau. C'est, c'est, Mhm. c'est, donc, à partir de là, l'actif financier a été conçu de la sorte à ce que une bonne partie doivent être bloquée pour faire opérer le réseau, pour faire tourner les nœuds. Donc, c'est inhérent à sa propriété. Donc pour moi, c'est dommage d'avoir autant d'opportunités manquées et de ne pas aller chercher quelques pourcentages. Il y a quand même des astuces, je trouve, entre bien se renseigner entre plateformes centralisées et plateformes décentralisées. Euh, Nous, Mhm. dans Waltio, comme on voyait tout ça, on a partagé enfin davantage d'informations. Donc c'est inclus dans les plans de la partie fiscale. Mais donc nos utilisateurs peuvent voir leurs opportunités manquées, combien est-ce qu'ils ont perdu sur l'année, ou est-ce que combien ils auraient pu réduire en frais ou en gains, parce que en fait c'est dommage je trouve de, enfin, de passer à côté. C'est exactement comme laisser de l'argent. Alors si on met de côté, évidemment, dans le monde bancaire, le fait que le dépôt jusqu'à 100 000 euros par compte est garanti, ce qui est très français, mais si on met ça de côté, on a un rendement. C'est dommage de laisser l'argent sur un compte courant plutôt que de le mettre dans un livret rémunéré, quoi. Complètement. Ouais, ouais, c'est vrai que c'est un peu le même concept finalement. C'est le même concept de laisser dormir et laisser, on va dire, l'épargne mourir Mm, grâce à l'inflation, enfin à cause de l'inflation sur le compte courant, VS le faire travailler. Alors évidemment, les risques, c'est pas la même. Sur un livret, pour le coup, il n'y a pas de volatilité, hein, c'est mm. garanti en capital et une crypto n'est pas garantie en capital. Mais si on compare avec un stablecoin, finalement, Mm. bon, certes, tu as toujours le risque parce que c'est le monde de la crypto, mais tu subis pas la volatilité, tu génères du rendement avec un truc qui est quand même beaucoup moins risqué qu'une crypto normale. Donc c'est vrai que c'est dommage de pas la faire travailler, quoi. C'est ça, exactement. Et ouais, moi je trouve ça dommage, surtout enfin, dans une situation du monde dans lequel on est, quoi. Je pense pas que beaucoup de personnes peuvent se permettre de passer à côté de 2, 3, 4, 5% sur un actif. Mhm. Complètement. Écoute, merci Pierre, on a fait un bon tour de ce que je voulais aborder avec toi, notamment sur la partie fiscalité, où je pense que tu as apporté quand même pas mal de valeur et pas mal de... Voilà, tu as dégrossi pas mal de trucs. Donc du coup, je mettrai le lien en description donc, de Walsio, hein, la plateforme dont tu es le fondateur. Je crois que tu m'as fait un petit code promo, hein, c'est Ouais, pour ceux qui veulent tester, c'est 10%, c'est ça? 10% pour les auditeurs qui passent par mon lien, si je dis pas de bêtises, c'est ça? c'est ça. Il y a soit le lien ou soit le code de mémoire, c'était C'est IVS 10. IVS10. Bon, attends, je le mettrai dans la Exactement. description. Voilà, ceux qui veulent tester, voilà, ceux qui ont déclaré, enfin ceux qui ont de la crypto déclarée, qui comme moi, n'ont jamais tenu leur compte enfin tous les 10 millions de transferts et les stacking et machin, et qui veulent se simplifier la vie. Je pense que ça vaut le coup au moins d'aller jeter un œil. En plus, vous avez une version gratuite, hein, si je dis pas de bêtises. Au bout d'un certain nombre de transactions, c'est payant, je crois, c'est ça? C'est ça. En gros, donc on a une version en dessous de 50 transactions où il n'y a pas évidemment accès à. On peut avoir son calcul de plus-value, mais il n'y a pas accès à toutes les fonctionnalités. Mais en tout cas, en dessous de 50 transactions par an, on peut avoir un calcul de plus-value. Et après, c'est 100, 200 et 1000 euros par an. Donc c'est vraiment pareil. Si on a besoin de documents très sérieux, en cas de Ouais, contrôle fiscal ou de c'est en fonction rapatriement des bancaire. montants aussi, j'imagine, à déclarer, quoi. Oui, après,
aussi en fonction de à quel point on veut suivre son portefeuille de façon sérieuse et Mhm. méthodique, évidemment en fonction du nombre d'opérations réalisées et à quel point on veut se protéger et être carré. Ok, super. Écoute, merci beaucoup Pierre. Je mets le lien en description pour ceux qui veulent tester Walsio. Et puis, je sais pas si tu veux rajouter un dernier mot avant qu'on se quitte, soit sur la thématique de l'épisode ou sur quoi que ce soit. N'hésite pas si Bah, tu veux dire bonjour à quelqu'un de ta famille. non, peut-être deux petites choses. Ceux qui veulent creuser sur le sujet fiscalité et qui aiment lire, tous les ans, on sort un guide fiscal qui est gratuit, qui est disponible sur notre site. Donc là, on a la version qui est sortie il y a quelques semaines. Il est téléchargeable sur le site de la société. Pour le coup, il y a plusieurs dizaines de pages bien techniques pour comprendre certains éléments de la fiscalité des cryptos qu'on n'a pas abordés. Et la deuxième chose, c'est qu'on a aussi une récente chaîne YouTube sur laquelle on partage des revues de ce qu'on voit sur les paris typiques, les opportunités manquées, les erreurs faites. Donc, pour ceux qui souhaitent apprendre comment suivre et mieux gérer son portefeuille crypto, euh, vous êtes les bienvenus. Super. Encore une fois, je mets le lien en description pour ceux qui veulent aller checker Walsio. Encore une fois, merci beaucoup Pierre pour ton temps, la valeur apportée. Puis, je te dis à très bientôt. À bientôt, merci.